Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce mardi matin est Paul Le Guernic. Il est adjoint au maire de Pontivy. Il est également conseiller communautaire à Pontivy Communauté. Il a fait la route pour être avec nous en ce mardi matin. Je le remercie. Bonjour Paul Le Guernic. Bonjour Stéphane, toujours un plaisir de venir ici. Eh bien, toujours un plaisir de vous accueillir et on va parler d'actualité, alors politique et plus largement d'actualité puisqu'il y a eu hier, lundi de Pâques, la disparition du pape François. C'est un événement finalement, la disparition d'un pape, au-delà de tout le débat politique, etc. Et pourtant, on a l'impression que le pape François, c'était un pape politique. C'est déjà... du fait de l'organisation du Vatican, c'est déjà le décès d'un chef d'État, puisque sans parler de religion spécifiquement, voilà, un chef d'État est décédé, un chef d'État d'un État un peu particulier qui a une importance internationale et diplomatique qui n'est pas en corrélation avec, je vais dire, sa population et son territoire. Donc voilà, c'est avant tout ça qu'il faut retenir. Et effectivement, à ce titre-là, le pape en tant que chef d'État avait un rôle politique et surtout diplomatique important. Alors on a dit que ce pape, qui était un pape un peu différent des papes précédents, qui a voulu une ouverture de l'Église, qui a aussi un peu bousculé justement les hommes, les femmes politiques de ce monde. On a même dit que c'est un pape de gauche, alors je sais pas, on pourra en discuter. Mais en tout cas, c'est un pape qui a voulu se mettre du côté des plus pauvres et qui a bousculé un petit peu effectivement on va dire les convictions de certaines femmes, de certains hommes politiques. Et particulièrement ici en France, on a vu le pape venir à Marseille et dire « Je suis pas venu en France, je suis venu à Marseille ». Ça a fait une petite polémique. Oui, il se place forcément en tant que pape et voilà, chef d'État au-dessus. Le Vatican, ça n'est pas un État national, c'est un État un peu particulier. Et je pense que les nations, c'est pas forcément ce qui passionne l'Église catholique, même dans l'histoire, hein, c'est un rôle supranational. Donc effectivement, lui, il voit ça il voyait ça de sa lorgnette au-dessus. Donc effectivement, Marseille est une ville méditerranéenne, c'est ça probablement qui l'intéressait. Bon. Mais c'est toujours des figures comme ça, parce que même quand les gens étaient en désaccord avec le pape, ils allaient le voir. Je sais, j'avais vu par exemple Elon Musk est allé voir le pape, alors que c'est pas forcément la même ligne, mais je pense que c'est des figures qui permettaient d'avoir une discussion de haut niveau et on touche un peu un point de l'histoire quand on discute avec le pape. Donc je pense qu'effectivement certains hommes politiques ou hommes d'affaires ou artistes ont été touchés sans doute et ont pu avoir une discussion qui peut les amener à évoluer sur certains points en voyant quelqu'un comme le pape. Un qui n'a pas évolué, en tout cas, c'est Donald Trump qui avait rencontré le pape qui disait d'ailleurs à l'endroit de Donald Trump que c'était pas être très chrétien, que finalement de construire des murs plutôt que de construire des ponts. Oui, mais enfin, bon, je pense que voilà, il faut quand même séparer les choses, c'est-à-dire, typiquement en France, on a ce qu'ils n'ont pas aux États-Unis, on a une séparation des églises et de l'État, qui est quelque part un principe chrétien, puisque quelque part et complètement d'ailleurs, parce que c'est les sociétés chrétiennes en fait les pays d'histoire chrétienne où il y a une séparation des églises et de l'État, c'est pas le cas forcément dans les pays musulmans ou bouddhistes ou je ne sais quoi. Donc c'est parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon. Aux États-Unis, ils n'ont pas cette chance-là, de mon point de vue, hein, moi j'ai pas commenté la politique américaine, mais donc voilà, je pense qu'il faut séparer la politique de la religion, et probablement effectivement aux États-Unis, il n'y a pas cette séparation, donc on peut avoir des remontrances ou des réprimandes ou des jugements du point de vue religieux sur une action politique, ce qui n'est pas le cas en France et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, on va quitter cette actualité pontificale puisque là on va rentrer dans le temps du deuil, dans le temps de l'enterrement aussi du pape et puis du choix du nouveau pape bientôt. Voilà, il y a encore 15 jours, 3 semaines où l'actualité va nous conduire du côté de Rome. J'avais envie de vous entendre, Paul Le Guernic, ce matin aussi sur la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte et ce plan de refondation de Mayotte, plan de plus de 3 milliards d'euros. Est-ce qu'il était urgent justement de s'occuper un petit peu de Mayotte, qu'on a oublié ces temps derniers? L'actualité politique a été très vite en France. On a un petit peu oublié ce qui s'est passé à Mayotte, le passage du cyclone. Est-ce qu'il était urgent? Est-ce que le président de la République finalement a une bonne idée d'aller parler aux Mahorais? Alors sans parler, je dirais, du président de la République, je pense que la France, l'État français fait beaucoup pour
les zones ultramarines, pour les confettis de l'Empire, comme on disait. Donc, je pense que beaucoup a été fait pour Mayotte. Il y a beaucoup d'argent qui est mis, et depuis longtemps, sans parler de l'actualité, parce que là, il y a eu une catastrophe donc naturelle. Donc là, il y a des moyens supplémentaires à mettre sans doute. Mais je ne crois pas du tout qu'il y ait eu un oubli de Mayotte. Le problème principal à Mayotte étant historique et démographique, c'est-à-dire que sur un petit caillou, mais ça n'est pas péjoratif, sur une petite île où il y avait, avant la colonisation européenne, peut-être des milliers de personnes, 3000, 5000 personnes, maintenant on a plutôt 300 000 personnes. Voilà. Et encore, on n'est pas capable de compter tout le monde. Donc forcément, quand vous avez une population qui est multipliée par centaines, c'est comme si à Pontivy, on était passé de 8000 habitants à 800 000, donc c'est sûr que ce serait très compliqué. Donc je pense que voilà, il y a des grands enjeux sur cet îlot-là, qui fait partie donc du territoire de la République pour l'avenir. Et effectivement, le président de la République, à partir du moment où il incarne la République, il doit se rendre partout et au chevet des gens qui en ont besoin. Et donc là, effectivement, si c'est Mayotte, il faut aller à Mayotte. Avant que aussi, là ça nous ramène aussi au budget, un effort de 40 milliards demandé pour arriver à une forme d'équilibre, je dis bien une forme parce qu'on ne sait pas tellement où il nous conduit ce budget, avec des niches fiscales aussi qui sont dans le viseur du gouvernement. On parle aussi peut-être des retraités qui pourraient être mis à contribution. Est-ce que c'est inquiétant? Et là ça va nous ramener à l'échelle locale pour les collectivités territoriales, pour des villes comme Pontivy par exemple. Ces restrictions budgétaires, est-ce que c'est quelque chose qui inquiète aujourd'hui les élus dont vous faites partie? Alors, pour les collectivités locales, l'action de l'État est très compliquée à suivre, déjà, point de vue stabilité, d'accord, mais c'est pareil pour les entreprises, c'est même pire pour les entreprises, parce que c'est l'argent des chefs d'entreprise, alors que les élus, c'est pas leur argent, c'est un argent qu'il faut gérer sans doute, mais c'est moins prenant. Donc il y a ça, il y a un problème de stabilité, il y a des coûts qui sont rajoutés, sans qu'on ait notre mot à dire, notamment des coûts de cotisation qui ont été faits sur les salaires pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. Donc nous, c'est un surcoût qu'on prend. On pâtit de la politique énergétique aussi. Et on a déjà une annonce comme quoi il y aurait moins de subventions pour les collectivités territoriales. Tout cela arrivant sans anticipation. Donc c'est ça qui est difficile et qui conduit à des choix probablement effectivement difficiles pour les collectivités territoriales. C'est une source d'inquiétude. Mais bon, on fait avec ce qu'on nous donne, quoi. Il faut participer à l'effort, mais pas n'importe comment, finalement. De toute façon, il faut... la première question qu'on doit se poser quand on essaie de régler un problème, c'est est-ce que la solution qu'on met en place est de nature à régler le problème? Bon. Aujourd'hui, vu l'état des finances de la France, même si par un claquement de doigts on faisait disparaître les collectivités locales, ça ne changerait pas les problèmes des grands équilibres financiers, puisque c'est essentiellement les dépenses sociales et de retraite qui pèsent sur la dépense publique. On est le pays le plus socialisé au monde, avec le plus haut taux de dépenses publiques, à des taux d'État très étatisés, enfin de pays très étatisés. Donc c'est ça le problème fondamentalement, c'est pas de savoir si telle mairie aura plus ou moins de subventions pour payer les cantines ou les piscines. Bon, donc je pense que c'est là qu'il faut agir. Alors il y a probablement une prise de conscience sur les retraités, mais c'est pas un problème fiscal, les retraites, c'est un problème de système. On a un système qui est un système par répartition, qui est hérité d'un accord entre les gaullistes et les communistes au lendemain de la guerre. Donc, et c'est ce système qui, par définition, ne peut pas s'équilibrer, qui ne s'équilibre pas. C'est ce système qu'il va falloir remettre en question peut-être un jour, et non pas savoir s'il faut modifier les niches fiscales pour les retraités. Avec un système qui a du mal à se remettre en question, ce système des retraites. Voilà, on entend les partenaires sociaux qui ne veulent pas bouger de leur position, des difficultés de discussion finalement avec les représentants du patronat également, et au milieu de tout ça, le gouvernement qui voudrait faire des économies. Est-ce que la solution, est-ce que l'équation n'est plus solvable aujourd'hui? Est-ce qu'il faut remettre tout à plat finalement? C'est un système qui a été mis en place par les communistes au lendemain de la guerre, et on nous dit toujours que c'est le système que tout le monde nous envie, mais que personne ne nous copie, vous voyez. J'étais il y a quelques mois en Suisse chez des amis, ils n'ont pas ça, mais il y a quand même un système de retraite en Suisse, avec des investissements qui sont faits, parce qu'aujourd'hui, l'argent qui est mis dans les caisses de retraite, on dit des caisses, mais en fait, c'est pas une caisse, puisqu'il n'y a pas de fonds, vous voyez. Donc, l'argent est dépensé immédiatement, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de capitalisation, donc c'est ça qui fait que le système ne tient pas. Et donc, il faudra probablement penser à ça. J'observe que les débats sur l'introduction progressive ou pas d'une dose de capitalisation
à tout ou partie. C'était auparavant un débat obscur que n'avaient entre eux que quelques libéraux dans d'obscures antichambres. C'était tabou, hein. Voilà, et maintenant ça commence à venir. Il y a des responsables politiques à droite, au centre, qui commencent à en parler. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça avec ce seul système mondial de retraite complète par répartition en France qui engloutit chaque année des masses monétaires considérables. Avec les dépenses sociales à côté, on voit l'état de la santé en France. Aujourd'hui, c'est compliqué de se faire soigner, c'est compliqué parfois même d'avoir les moyens des soins pour des personnes. Là aussi, il va falloir repenser le système social. On donne trop finalement aujourd'hui ou pas bien? Je ne sais pas si on donne trop ou pas bien. Je pense que c'est même pas une question de moyens, parce que si c'est une question de moyens, vu la quantité d'argent astronomique qui est mise, ça devrait rouler. Mais c'est un problème que c'est complètement étatisé, bureaucratisé, et donc il va falloir aussi mettre de la liberté dans la partie sur la santé. Alors, ça ne veut pas forcément dire du capitalisme, puisqu'il y a des associations, des congrégations, des fondations qui ont eu ou qui ont dans d'autres pays des rôles importants en termes de santé, de maisons de retraite, etc., mais qui ont une gestion plus indépendante et au plus proche. Et je pense qu'il faut réfléchir probablement à faire évoluer le modèle là-dessus. Mais il faut bien comprendre que si on a des problèmes d'accès aux soins en France, c'est quand même en grande partie à cause de l'État, qui historiquement, pas des responsables politiques actuels, mais qui historiquement, c'est l'État qui a voulu, et la sécurité sociale, limiter le nombre de médecins, parfois réduire le nombre de médecins. Et ça a été malheureusement un consensus entre la droite et la gauche. Il n'y a que les communistes qui étaient opposés, ils avaient bien raison. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a plus de médecins, parce que l'État a tout fait pour qu'il n'y ait pas de médecins, parce que ça coûtait trop cher. Bon. Donc quand on gère tout comme ça, de manière bureaucratique et nationale, eh bien, on a forcément des choix qui deviennent comptables à la fin, et on se retrouve à faire des choix sur les tableurs Excel, qui quelques années après se retrouvent parfaitement idiots. Voilà, et on est là-dedans maintenant. Pour une ville comme Pontivy, il y a des médecins à Pontivy, on arrive à se soigner à Pontivy par exemple, où là aussi c'est une difficulté. On entend beaucoup parler du centre Bretagne qui a du mal à trouver des soignants qui s'y installent. C'est un problème aussi à Pontivy? C'est un problème aussi à Pontivy, comme dans beaucoup de villes moyennes, je vais dire, qui sont à la campagne, parce que ça est sur la côte ou en périphérie de grandes villes, c'est un peu différent. Non, à Pontivy, on a aussi, comment dirais-je, un manque de médecins. Alors au niveau, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que comme le système est globalement et nationalement défaillant, ça retombe, et puis au bout d'un moment, les gens vont taper à la porte du maire pour savoir ce qu'il faut faire. Donc nous, on n'a pas, c'est pas une compétence municipale au départ, la médecine, d'accord, mais on essaye de pallier ça, cela au mieux. Mais effectivement, dans beaucoup de villes maintenant, mais quand on discute avec des maires ou des adjoints maires d'autres villes comparables, des sous-préfectures par exemple, c'est des problèmes qui se retrouvent, sachant que généralement ces villes-là, comme Pontivy, on a quand même une clinique et un hôpital, donc ça permet de faire des choses aussi. Mais en termes de médecine de ville, ça devient très compliqué, oui. Comment ça se passe? La mairie intervient malgré tout, même si c'est pas ses compétences. On a vu dans certaines villes la construction de maisons de santé, par exemple, avec même des médecins rémunérés par les collectivités. C'est une solution qui est à étudier pour la suite? Moi, je pense que un axiome important, c'est quand même que chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Je ne sais pas si c'est du rôle des mairies d'avoir des médecins salariés. Ça fait partie des pistes qui sont étudiées à Pontivy ou qui sont étudiées ailleurs. Parce que nous, pour Pontivy, il y a une étude qui est en cours, donc en lien avec l'ARS pour savoir un peu comment on peut faire. Maintenant, je pense que, mon avis personnel, je n'engage pas la mairie de Pontivy là-dedans, mon avis personnel, c'est que si jamais il doit y avoir du salariat de médecins, je pense que certains organismes, comme typiquement les hôpitaux, sont probablement les organismes ou les structures qui sont le plus habitués à ça, parce que c'est un métier quand même, la santé, la médecine, et c'est pas le métier des collectivités, comme ça peut l'être pour les routes, la police municipale, des compétences municipales historiques. Et voilà, maintenant il y a des expérimentations sur le salariat des médecins pour des collectivités. Ça a été fait au Sournes, à côté de Pontivy, donc ce sont des choses qui effectivement existent. Et ça fonctionne finalement? En tout cas, je n'ai pas les comptes de l'organisation du Sournes, mais en tout cas, force est de constater qu'il y a des médecins dans le dispensaire municipal du Sournes.
Je reviens à la dette, cette fameuse dette qu'on dit quasi inextricable aujourd'hui. On a entendu Bruno Le Maire la semaine dernière s'exprimer et il a proposé, Bruno Le Maire, donc l'ancien ministre de l'économie, d'unifier une partie de la dette publique en Europe pour faire de l'euro une monnaie de référence mondiale, un peu à l'instar du dollar. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou c'est un effet d'annonce ? Bon, je pense qu'il n'est pas à son coup d'essai en termes d'effet d'annonce, monsieur Le Maire. Bon, la dette, c'est un problème assez simple à comprendre. Ça ne peut se régler que si vous retrouvez des finances saines, c'est-à-dire que vous dépensez moins que vous engrangez. Bon, c'est quand même pas dur à comprendre, c'est comme pour tout le monde pareil. Et par ailleurs, étant donné qu'on a déjà un taux de fiscalisation le plus important peut-être du monde en France, ça ne peut pas se faire, à mon avis, avec des hausses d'impôts, puisqu'on est déjà largement étatisé. Donc, il faut baisser les dépenses. Voilà, et hors de cela, il n'y aura point de salut. Et quant à dire qu'on va marier ensemble les États européens qui ont des problèmes de dette, on dit souvent, si on marie deux malades, on risque d'avoir deux morts. Voyez. Donc, je ne suis pas sûr que tant que chaque État n'aura pas réglé son problème déjà, pas sûr qu'en collectivisant tout au niveau de l'Union européenne, ça soit forcément bénéfique. Avec aussi une réflexion autour de l'emploi, on entend beaucoup parler de réindustrialisation aujourd'hui, et puis bien il y a eu ce fait dans la presse, nos confrères de la presse l'ont révélé, ça a été un petit peu au-delà des frontières bretonnes, c'est l'installation de Safran qui devait ouvrir une usine près de Rennes. Il y a une grande opposition des écologistes en particulier, finalement Safran ne devrait pas s'installer à Rennes, le dossier étant toujours en cours. C'est idiot cette posture politique alors qu'il y aurait eu peut-être 500 emplois à créer ici en Bretagne. Ouais, c'est pas à moi de dire si c'est idiot ou pas, c'est les écologistes, ils ont le droit de défendre leurs positions qui sont pas les miennes, mais bon, après tout, si les gens à cet endroit-là votent pour des écologistes, c'est normal probablement qu'ils disent un peu leurs mots là-dessus. Si avec je vais dire, les élus écologistes qui freinaient les projets industriels, encore, moi, ça pourrait m'aller, puisque à ce moment-là, il y a quand même une répartition. Tous les mairies de France ne sont pas, ou de Bretagne ne sont pas écologistes. Bon, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'État, la machine administrative, mais aussi par des lois qui ont été votées, notamment sur la zéro artificialisation nette ZAN. Si vous voulez, à partir du moment où on dit qu'il ne faut plus artificialiser comment dirais-je, de terres en France, bah, de toute manière, vous n'allez pas faire pousser les usines comme des serres, enfin, à étage. Ça alors là, il y avait un site. Là, il y avait un site, c'était l'ancien site de Stellantis, donc il n'y avait pas d'artificialisation des terres, finalement. Non, mais je comprends bien. Mais aujourd'hui, le frein principal, c'est quand même les freins, comment je vais dire, de loi, de bureaucratie, de règlement, qui fait qu'aujourd'hui, la France n'est plus un pays d'industrie, mais il n'y a pas de volonté d'en faire un pays d'industrie. Hein, donc, le traitement administratif de ces choses-là, c'est... voilà, il faut... parce qu'il faut bien comprendre que l'idée de la zéro artificialisation nette, même si je comprends bien que ce n'est pas ça qui est en cause pour le cas en question, c'est de réduire la prospérité économique, de réduire de la croissance, en fait, d'être en déprise. Bon, donc c'est ça l'idée globale qui est l'idée majoritaire aujourd'hui. Et donc, il faut l'adapter. Les sénateurs sont en train de l'adapter via la loi Trace. Mais en tout cas, je ne peux pas en vouloir à des élus d'exprimer leur position. Ce n'est pas la mienne, mais à l'inverse, il y a des maires qui se sont positionnés en disant « venez chez nous », notamment le maire de Lorient, près de Pontivy. Donc voilà, je pense que si Safran veut pouvoir se développer, il doit pouvoir trouver des endroits où le faire. Mais après, les écologistes, bah, eux, ils défendent la déprise économique. Donc bon, je pense que c'est un choix malheureux, mais c'est le leur. Voilà, ils sont dans leur logique finalement. Oui. Alors, on va parler aussi de sécurité, parce que c'est important. Je ne l'ai pas précisé quand je vous ai présenté Paul Le Guernic, mais les auditeurs ont l'habitude de vous entendre sur notre antenne. Vous êtes aussi en charge de la tranquillité publique, et ça prend tout son sens à Pontivy. On a vu récemment ces fusillades à Rennes. Elles deviennent hélas assez récurrentes. Le trafic de stupéfiants gagne du terrain ici en Bretagne. Je ne sais pas si c'est le cas à Pontivy, vous pourrez nous en dire un mot. Mais est-ce que c'est réellement quelque chose de préoccupant, là aussi pour l'élu que vous êtes et pour les élus plus globalement, que cette progression du trafic de stupéfiants et tous les drames et tous les dangers, on pourrait le dire comme ça, qui vont avec? Faut bien comprendre que de façon, je veux dire presque même anthropologique, les problèmes de sécurité, d'instabilité, de trafics en tout genre, ça se passe essentiellement dans les îlots urbains, d'accord ? Ça, c'est une règle historique, enfin intangible. Donc, généralement, la situation se dégrade d'abord dans les grandes villes, puis après dans les métropoles d'équilibre, et puis après, ça redescend au fur et à mesure dans d'autres pôles urbains, comme peut-être parfois les sous-préfectures. Donc, il y a une augmentation
en France de manière générale de l'indélinquance et de l'insécurité. Donc ça c'est déjà un problème national et c'est le problème principal. Et nous après on a effectivement les répercussions de ça. Alors pour l'instant effectivement on n'a pas de tir d'arme à feu ou je ne sais quoi comme à Rennes, mais il est à craindre qu'un jour cela arrivera, puisque voilà, la situation se dégradant partout, on reproduit avec des années de retard ce qui se passe dans les grandes villes. Et c'est un problème national et de gestion de l'État. Et après, nous, les collectivités, on nous demande de pallier un certain nombre de choses. Donc effectivement, d'augmenter parfois les effectifs de la police municipale, de mettre de la vidéoprotection, alors que ce sont des missions, normalement, les missions de l'État, mais on est bien forcé de le faire. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant, bon, il faut rester positif. Si les gens s'installent dans des villes moyennes, c'est aussi parce qu'ils y trouvent un cadre de vie et une tranquillité qu'il n'y a plus dans les grandes villes. Mais donc c'est pour ça qu'on doit rester vigilant là-dessus. Alors la vigilance, ça passe aussi par l'État, par le côté régalien des choses. Vous parliez de vidéoprotection, enfin en tout cas de vidéosurveillance tout à l'heure. On parle aussi beaucoup d'effectifs, même de police nationale aujourd'hui. Est-ce que c'est un vœu que vous formulez d'avoir plus de police nationale, d'avoir plus de moyens, plus d'enquêteurs par exemple ? Alors, sur une ville comme Pontivy, alors je ne vais pas parler trop de zone police, puisque nous ne sommes pas en zone police, nous sommes en zone gendarmerie. Ça vaut aussi pour la gendarmerie, finalement. Oui. Mais si vous voulez du temps, jusqu'il y a 20 ans maintenant, il y avait la police nationale à Pontivy, il y avait un commissariat de police nationale. Il y avait 60 fonctionnaires pour 3 communes, vous voyez. Et maintenant, on a 35 gendarmes pour 25 communes. Donc, il y a déjà eu des baisses d'effectifs qui ont été décidées. Bon, voilà. Je ne pense pas que ce soit forcément pertinent, même si le gendarme a beaucoup de travail. Mais donc déjà, il y a un problème de maillage du territoire, premièrement. Et ensuite, deuxièmement, il y a un problème de gestion de ces effectifs de gendarmerie, puisque on est à 35 gendarmes effectifs théoriques, mais les effectifs ne sont pas toujours complets. Et c'est le cas aujourd'hui à Pontivy. Donc voilà, c'est un effort de l'État à faire là-dessus. Et je pense que c'est un tout. Bon, c'est pas un secret, c'est-à-dire que ça marche sur 2 jambes. Il y a la partie intérieure, sécurité, mais il y a la partie justice après. Et aujourd'hui, les gendarmes, les forces de l'ordre de manière générale sont assez dégoûtés de se dire que s'ils attrapent les délinquants, les voleurs, etc., il n'y a pas forcément une réponse assez ferme pour que quelque part ça vaille le coup de courir après ces gens-là, quoi. Donc je pense que c'est pas forcément un problème de moyens, c'est un problème de répartition et puis de fermeté de la réponse ensuite. Alors on a entendu Gérald Darmanin s'exprimer autour des peines, voilà, et d'espérer aussi qu'il y ait des changements au niveau de la justice. Aujourd'hui, on a entendu plus pour la partie police Gérald Darmanin qui s'est exprimé aussi en demandant une plus grande fermeté. On entend aussi les citoyens qui disent aujourd'hui, bien voilà, on a beaucoup de promesses de la part des élus, des politiciens, c'est le terme un peu générique, et de se détacher un peu de la politique. Et c'est quelque chose de grave, ça, aujourd'hui, de se détacher de la politique, de ne plus avoir envie, peut-être, de participer à cette vie politique, par exemple en n'allant pas voter. Est-ce que c'est quelque chose, là aussi, qui vous préoccupe? Alors, on va en parler tout à l'heure des municipales, alors qu'arrive justement la période des élections. En fait, aujourd'hui, sur la partie justice régalien, il y a des choses qui sont faites notamment par Bruno Retailleau, qui est ministre d'État. Donc là, ça va quand même dans le bon sens. Maintenant, il faut bien voir que le cœur de la démocratie, c'est le Parlement. Ce sont les lois qui sont votées. Et aujourd'hui, à la suite de la dissolution, il y a un système qui est ingouvernable, quasiment ingouvernable. Donc, même avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de bonnes idées, à partir du moment où il n'y a pas une ligne claire qui est sortie des urnes, il ne peut pas y avoir de réforme. Ça n'empêche qu'il y a quand même du travail à effectuer. Et on reste dans une situation de blocage, finalement. Voilà, sur le socle commun, ceux qui sont au pouvoir, voilà, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent et ils ont beaucoup de courage de le faire. Maintenant, il ne pourra pas y avoir de réforme, puisque réformer, ça veut dire changer en profondeur. Il ne pourra pas y avoir de réforme sans une majorité claire. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité claire. Ce n'est pas la faute de ceux qui sont au pouvoir, mais en tout cas, c'est l'État actuel. Donc, il n'y a pas, malheureusement, à mon avis, de réforme à attendre de ce point de vue-là, parce que ça n'est pas possible juridiquement. On entend déjà parler de motion de censure depuis quelques temps, même si l'actualité bouge beaucoup. On entend parler d'un retour de la motion de censure. Pour vous, ce serait une mauvaise chose? Ça rajouterait encore une plus grande instabilité à l'instabilité actuelle? Ça ne veut pas dire grand-chose, la motion de censure. Il faudrait savoir sur quoi. Il faudrait savoir pourquoi, il faudrait connaître les alternatives. Je ne peux pas me prononcer comme ça, mais je pense qu'effectivement, le plus grand besoin aujourd'hui, c'est un besoin de stabilité, puisque les décisions qui ont été prises par le président de la République, même si ce n'est pas ça qu'il voulait faire sans doute, ça a été d'amener une grande instabilité. Donc aujourd'hui, il faut faire avec ça. Et je ne pense pas qu'en rajouter, ce soit une bonne idée de manière générale. Alors après, ça dépend du contexte. Mais bon, ça ne me semble pas être le plus urgent aujourd'hui. Avec un président de la République qui, dans quelques semaines, pourra à nouveau dissoudre s'il le souhaite.
Bah oui, il le peut en vertu de la Constitution. Bon, c'est son choix, donc je n'ai pas de commentaires et encore moins de conseils à donner là-dessus. On va voir les élections municipales. Alors voilà, j'imagine que déjà dans les états-majors, voilà, on se prépare peu à peu. Allez, j'ai envie de vous poser la question. Vous serez un jour candidat à Pontivy? Bah, vous savez comment... Je suis un peu provocant, oui, vous l'aurez non, compris. Mais, tout à fait. Mais vous savez comment ça fonctionne. Les élections municipales, ce sont des listes. Et nous, pour une sous-préfecture comme Pontivy, c'est 33 noms. Donc, il n'y a pas de doute que je serai dans la liste des 33. À voir où, après, ça c'est en discussion, où ce sera annoncé. Mais j'ai envie de continuer à titre personnel l'action que je mène depuis 2017 comme conseiller municipal et depuis 2020 comme adjoint au maire. J'ai été élu assez jeune adjoint au maire et j'ai pris du plaisir à exercer ces fonctions-là. Et j'aimerais continuer ou amplifier ce travail-là, parce que je pense qu'on a abattu quand même du travail sur Pontivy depuis 2014. Il y a eu un changement de bord, c'est comme ça. Donc en termes de rénovation urbaine, en termes de services, en termes aussi précisément de sécurité, puisqu'on en parlait, il y a un gros travail qui a été fait, il faut le poursuivre. Voilà. Donc on va rester un petit peu sur notre faim, mais on va observer, comme l'on dit. Les élections municipales, c'est quelque chose d'important. On voit aujourd'hui des maires qui jettent l'éponge. Vous comprenez ces maires qui disent à un moment, j'en peux plus, c'est trop compliqué, ou il y a trop d'incivilité, j'arrête? Oui, effectivement, bon, c'est dans beaucoup de rôles finalement, que ce soit au travail, parfois de point de vue familial aussi ou point de vue politique, les gens démissionnent un peu parce qu'il y a des situations qui sont compliquées. Je pense que le contexte, la grosse bureaucratie qui s'abat sur les maires est très difficile, mais elle est aussi très difficile pour les chefs d'entreprise. Et je pense pas qu'il faille non plus être trop misérabiliste là-dessus. C'est-à-dire que déjà, quand on est maire de sa commune, c'est qu'on s'est présenté à des élections. Et ça, personne ne vous force jamais à vous présenter à des élections. C'est qu'on a été élu. Donc, je pense que c'est quand même un rôle qu'on tient de manière volontaire, comme être bénévole dans une association ou comme reprendre une entreprise si on veut reprendre une entreprise. Donc voilà, je pense que les gens le font volontairement, ils ont du goût à faire ça sans doute, et surtout le goût du travail bien fait. Et je pense que c'est ça qui est important. Après, il y a des situations particulières, il y a un contexte qui est difficile, mais je pense qu'à Pontivy, par exemple, il y aura largement assez de candidats pour s'exprimer pendant les élections municipales. Donc c'est que les gens ont envie de s'investir. Voilà, ils viendront d'ailleurs s'exprimer au micro de la matinale de Bretagne 5. Un dernier mot, il nous reste une petite minute. J'aurais voulu vous entendre sur le choix d'un nouveau président pour LR. Les Républicains vont devoir choisir entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. J'ai presque envie de vous demander qui vous soutenez. Bon, moi, je n'ai fait qu'une seule campagne nationale donc pour un candidat à la présidence de la République et avant pour sa primaire, c'était pour François Fillon. Donc j'ai connu en 2014, primaire 2016, présidentielle 2017 avec le résultat qu'on sait. Je pense que c'était le programme qu'il fallait pour la France et que l'évolution de la situation le montre. Et déjà à cette époque-là, M. Retailleau était un des lieutenants de François Fillon. Et je pense qu'il n'a pas varié de ligne, ça c'est important. Je pense qu'il est courageux puisque actuellement, il œuvre à la tâche alors que ça n'est pas aisé vu le contexte. Et ses qualités en font, à mon avis, la bonne personne pour reprendre ça. Chacun exprime ses positions, mais en tout cas en termes de ligne et de courage dans l'action, je pense que c'est lui qui tient le haut du pavé. Voilà, faut pas de duel fratricide si la droite veut se recomposer. Non, c'est-à-dire c'est une démocratie interne, donc une fois qu'un chef est choisi, il faut le suivre. Voilà. Paul Le Garnic était avec nous ce matin. Paul Le Garnic, adjoint au maire de Pontivy, conseiller communautaire à Pontivy Communauté, était donc dans l'entretien de la matinale, l'entretien politique. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Paul Le Garnic, je vous souhaite une très belle journée. Merci Stéphane et à l'équipe de Bretagne 5. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.